Un, 2, 3. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ouh. Ok. Ah. Je contrôle la zone, je suis pas seul, y'a Medji aussi. Bordel de merde, je veux être riche, mais je rêve de dépenser. Jérémy Frick, salut. Salut, Merci de nous accorder cette interview pour Distrac. c'est avec plaisir, merci de m'inviter surtout. Gardien du Servette FC, formé à l'OL, tu as fait tes débuts. À Coleb aussi, parle-nous un peu de tes débuts dans le club genevois. Ouais, j'ai commencé à Coleb aussi en tant que directement gardien de but. J'étais en junior F. Voilà, on m'a mis directement dans le but, j'étais le plus courageux de tous, j'étais un peu plus grand que les autres et puis voilà, ça m'a plu donc je suis resté dans ce poste et puis voilà, Coleb aussi c'est un club où voilà, c'est sans chichi quoi, il y a pas le foot c'est presque secondaire au départ et voilà, ça m'a plu, je me suis fait mes meilleurs potes. Et mes potes, je les ai rencontrés à Coleb aussi, c'est toujours mes potes d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un passage ultra important pour moi. D'ailleurs, je vais voir encore tous les matchs possibles de la première équipe. À la cool, on peut dire. Ensuite, à tes 14 ans, tu es parti à Servette d'abord et puis tu es rapidement allé à l'Olympique Lyonnais. Ouais. On va se focaliser d'abord sur ta formation quand tu es parti en France. Ouais. Comment ça se passe pour toi, Jérémy Frick, quand tu pars de Genève et tu rejoins le centre de formation de l'Olympique Lyonnais? Ouais, c'était un grand bond, c'était un très grand bond. En fait, avant de partir à l'OL, j'étais à Servette déjà en U14, U15 et j'ai fait une partie U16. J'étais passé par centre de préformation à Payerne, qui n'existe plus aujourd'hui. Et ouais, quand je suis parti à Lyon, enfin quand on m'a recruté à Lyon, quand on m'a dit qu'on venait me voir en fait, qu'il y avait un intérêt pour moi, c'est la première fois de ma carrière où je vais faire de ma carrière. C'est la première fois où je me suis dit ah ouais, il y a peut-être moyen de vivre du foot, tu vois, il y a peut-être moyen de faire une carrière. Jusqu'à là, je prenais pas ça trop au sérieux. J'étais déjà en équipe nationale, tu vois, mais j'étais un enfant encore, tu vois. Et puis quand il y a eu l'Olympique Lyonnais qui est venu, Gérard Bonneau avec Johan Loche, qui sont venus me voir, jouer contre Lausanne. Enfin, je savais qu'ils venaient me voir et qu'il y avait un œil contre moi. Voilà, tout d'un coup, j'ai commencé à me dire ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il faut que je commence à réfléchir peut-être à faire une carrière professionnelle. Mais avant ça, tu vois, j'étais vraiment très candide. Le football, c'était vraiment secondaire. Je ne me voyais pas faire forcément une carrière de footballeur. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être moyen. Et puis voilà, ils m'ont pris une semaine à l'essai, mais j'avais déjà en fait mon contrat qui était prêt. C'était un essai juste pour voir si moi ça me plaisait. Et puis directement, voilà, j'ai dit, ouais, ok, c'est parti quoi. Donc tu as dit, avant d'aller à l'OL, tu étais quand même à Payerne, donc tu avais déjà quitté ta famille. Quand tu es arrivé à Lyon, forcément, tu arrives en tant qu'adolescent dans un grand club. Est-ce que tu as vécu des moments difficiles quand tu es arrivé à l'Olympique Lyonnais? Ouais, déjà, choc des cultures, tu vois, tu passes de Genève, qui est une grande ville, c'est sûr, mais tu arrives à Lyon, tout d'un coup, tu es Payerne, tu vois, je peux faire le dessin, mais toi, tu es dans la campagne, etc. Tout d'un coup, tu arrives dans une grande ville, et puis en fait, surtout, voilà, tu vois qu'il y a des gars qui crèvent la dalle, quoi, tu vois, qui crèvent la dalle du foot, dans le sens où ils ont envie de tout donner pour réussir leur carrière, pour réussir à peut-être sortir de la merde ou pas. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai pris une claque. Je me suis dit, ah ouais, en fait, si c'est pas moi, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, ah ouais, si c'est pas moi, c'est un autre, tu vois. Et là, en fait, il faut que tu te bouges, parce qu'en fait, il y en a 10 derrière toi. Puis tu en as 2 devant toi que tu dois bouffer, tu vois. Et c'est là où, à un moment donné, j'ai dû me dire, ah ouais, là, faut que je bosse. Et puis, alors, des moments compliqués, je sais pas, tu vois, moi, je suis un gars, j'aime bien être. Ça me dérangeait pas d'être loin de ma famille, d'être assez seul, etc. On se fait vite des potes, de toute façon, dans le centre de formation. Et je peux pas dire que j'ai vécu des moments de solitude extrême. Je pense que voilà, c'est juste le choc des cultures d'arriver en France où tu as des gars qui avaient plus la dalle peut-être que les jeunes en Suisse. Un des plus grands, ou la plus grande affinité ou le plus grand joueur avec qui tu as joué, que tu as fréquenté à l'Olympique Lyonnais, ce serait? Plus grand joueur, enfin celui qui m'a le plus marqué. Bon, en dehors des gardiens de but, je devrais dire Lisandro Lopez. C'était fou quoi, c'était vraiment, tu vois, il avait la dalle, l'Icha quoi, c'était à chaque entraînement, il te mettait tout le monde d'accord, tu vois, il avait un truc en plus. Et puis ouais, c'était drôle parce que, tu vois, je sais pas si tu te souviens de lui, mais c'était un petit nerveux, tu as l'impression qu'il a une petite voix, tu vois, une toute petite voix comme ça, il parlait et tout. Et toi, moi j'étais mort de rire la première fois qu'il me parle. Et puis ouais, c'était fou de le voir jouer, tu vois. Et puis il faisait lever un stade quoi, c'est le joueur qui m'a marqué à Lyon. Après, comme gardien, c'était Hugo Lloris qui m'a très vite pris sous son aile, quoi. Forcément, ouais.
Hugo Lloris, ce n'était pas encore le gardien qu'il est aujourd'hui quand il était à l'Olympique Lyonnais, mais c'était déjà un phénomène, un très grand gardien. Comment tu as vécu cette relation avec lui? Est-ce qu'il t'a fait grandir? Qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à ça? Ouais, non, Hugo, il a été formidable avec moi. Tu vois, moi, je suis arrivé très jeune en pro. Et je le répète, je le dis souvent, pas forcément grâce à mes qualités, aussi parce qu'il y a eu un concours de circonstances. Il y avait pas mal de blessés à un moment donné. J'ai eu ma chance d'être troisième gardien pour quelques entraînements. Je peux dire que je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché, tu vois. Après, je suis resté un petit moment, je suis quasiment toujours resté avec les pros. Je faisais un petit peu ascenseur de temps en temps, tu vois. Mais je devais avoir 17 ans. Et puis Hugo, il a été là directement pour moi, tu vois. Il a été super sympa avec moi. Il était très jeune encore aussi à cette époque-là, mais il était déjà en équipe de France. Et puis voilà, il m'a pris sous son aile. C'est quelqu'un de réservé un peu, tu vois. Mais voilà, il avait un truc qui me marquait, par exemple, c'est que lui, il s'entraînait toujours un peu à part avec Joël Batz. Tu vois, il avait l'entraînement d'équipe en commun. Et lui, il restait à part. On faisait l'échauffement des gardiens et lui, il faisait son spécifique tout seul avec Joël Batz. Et puis quand il a fait son entraînement, il aurait pu rentrer, tu vois, au vestiaire comme moi je l'aurais pu le faire, tu vois, comme des fois je le fais. Et puis lui, en fait, des fois, il venait derrière le but et puis il s'asseyait et puis il m'encourageait, tu vois. Puis là, tu te dis, ah ouais, en fait, le mec, il en a quelque chose à foutre de moi, tu vois. Et là, tu te dis, c'est cool. T'as pas forcément joué, enfin, t'as pas joué avec la une de l'Olympique Lyonnais, t'as beaucoup, t'as joué avec la réserve, t'as fait aussi du banc. Est-ce que toi, tu avais une perspective quand tu étais à l'Olympique Lyonnais? Tu disais, un jour, j'aurai ma chance, ou tu savais que ça allait être compliqué? Non, j'étais sûr je pensais avoir ma chance. D'ailleurs, quand j'ai signé mon premier contrat pro, c'était Rémi Garde entraîneur. Et puis, ouais, c'était mis en place que normalement, en fait, j'étais en concurrence avec un autre gardien. Et puis, que celui qui sortait victorieux, entre guillemets, de cette concurrence cette année-là, il allait être gardien remplaçant de l'Olympique Lyonnais l'année d'après. Et puis, très rapidement, j'ai mis tout le monde d'accord, j'ai essayé ma chance et puis j'étais le troisième gardien pendant cette année-là. Ils avaient prolongé Mathieu Gorgelin pendant une année, Rémi Vercoutre était blessé et je me suis dit ah ouais c'est bon, c'est parti, l'année prochaine je suis numéro 2 et puis pourquoi pas jouer toi, des Coupes de la Ligue, Coupe de France, à voir tu vois. Et même pendant la saison je parlais avec Rémi Garde, une fois on avait parlé avec mon représentant avec lui et puis voilà, il disait ouais tout roule comme on a dit, l'année prochaine normalement tu es numéro 2, etc. Blabla. Puis après à la fin de saison, Rémi Garde, tu sentais qu'en fait il allait partir. Puis à partir du moment où il a été annoncé comme sur le départ, là je dis ah là ça pue parce que c'est plus lui qui décide. J'ai eu une réunion avec lui, il m'a dit, il me répète encore que lui il a donné ses directives mais que c'est plus lui le chef, le commandant du navire, tu vois. Et à ce moment-là, quelques jours après, je vois que Mathieu Gorgelin est prolongé encore 3 ans et je dis ok c'est bon, j'ai compris, ce sera pas moi numéro 2 l'année prochaine. Donc là, à partir de là, j'ai décidé qu'il fallait essayer de bouger quoi. Et du coup, ensuite tu retournes en Suisse, à Servette, puis après tu es prêté à Bienne, il me semble. Avant de parler de Servette, on va parler un petit peu de cette expérience que tu as eue à Bienne, avec une très belle équipe, mais où il y a eu visiblement de grandes complications. Ouais. Écoute, Bienne, alors c'était pas un prêt, c'est Servette, c'est Lyon qui m'a vendu. Alors je pense pas qu'ils étaient payés du coup vu le fiasco qu'il y a eu. Mais ouais, Lyon, j'appelle en fait quand je sais que quand je reviens de près de Servette à Lyon, en fait, j'appelle Joël Batz et je lui dis écoute moi je vais pas revenir parce que tu peux pas me proposer plus. Du coup je vais partir à Bienne, donc je pars à Bienne, ça se fait, etc. Puis ouais, on avait une équipe incroyable. Hein. D'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui font une belle carrière. On avait une équipe de fous. Et puis un entraîneur, c'était Patrick Ramen, un entraîneur de balle aujourd'hui. Et puis ouais, tout était bien pour que ça fonctionne. Il y avait un nouveau stade, il y avait un nouvel engouement du public. Et puis ouais, au bout de 6 mois, tu sens un petit peu les trucs, tu vois, les loyers qui sont pas payés. Il manque une partie du salaire. Après, tu apprends que dans l'équipe, certains joueurs dits entre guillemets moins importants ne sont pas payés en fait depuis un mois. Puis là, c'était la descente aux enfers du club. Sur ce petit passage difficile, on va dire, tu reviens dans ton club formateur, le club de ta ville, le Servette FC. Qu'est-ce que ça te fait toi de revenir à Genève? Déjà moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de partir à Bienne, avant que Servette soit relégué sur le tapis vert, j'avais comme objectif de rester à Servette. Les discussions étaient engagées. Puis après, quand Servette est descendu en première promotion, je pense qu'ils avaient d'autres priorités que de prendre de régler ça. Puis moi, j'ai eu une opportunité d'aller à Bienne avec un gros challenge
Et voilà, quand j'ai vu que ça s'est pas bien passé et que Servette était déjà derrière pour me reprendre, bah voilà, je vais pas te mentir, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit en fait voilà, t'es peut-être il y a quelqu'un qui est déjà là pour toi, tu vois, ils t'ont pas oublié, les 6 mois que tu as passé à Servette, ça les a marqués et du coup ils ont envie de te reprendre. Donc ça c'était vraiment un moment cool. Et revenir à Servette, ben voilà, je savais que ça allait être compliqué au départ parce qu'il y avait une montée qui a été faite avec une certaine équipe, du coup j'allais me battre pour reprendre ma place. Là, j'étais convaincu, j'ai travaillé pour, et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement ensuite. Tu as dû te battre, comme toute l'équipe, pour remonter à ce niveau-là. Tu as été critiqué aussi beaucoup. Finalement, tu te retrouves avec Servette en Super League, l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Quelle est ta position actuelle? La fierté, explique-nous un petit peu. Ouais, bah écoute, c'est une énorme fierté. Moi, c'est le club de ma ville, hein. Quand j'étais petit, j'allais, comme on en parlait avant avec l'équipe, ouais, je venais au stade des Charmilles voir les matchs, tu vois. Donc c'est une énorme fierté d'avoir pu jouer pour Servette. Une fierté encore plus grande d'avoir fait la promotion, d'avoir gagné ce championnat de Challenge League qui est pas mal sous-estimé. Et puis ouais, voilà, les critiques, voilà, moi je les prends. Puis voilà, c'est comme je l'ai dit, répété, il y a quand même eu des critiques. Putain, moi je suis désolé, il y a certains trucs c'était complètement infondé, il y avait des trucs, c'était juste la méchanceté gratuite. Mais voilà, il fallait prendre, il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y avait des trucs à faire, à travailler. Je suis peut-être pas gardien plus talentueux, mais par contre je suis un gros bosseur, et ça je le sais. Il y a des gardiens plus talentueux que moi, j'en suis sûr, je le sais, j'en ai vu. Mais niveau travail, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent rivaliser. Donc voilà, je me suis accroché au travail et puis j'ai essayé de faire taire un peu les critiques. Moi, je veux parler de quelque chose que tu as avant chaque match, un sort de toc, un petit peu. Tu vas chaque fois faire une traction sur la latte. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, tu sais quoi, je sais même pas d'où ça vient. Je sais même pas d'où ça vient, mais c'est vrai que j'ai ce truc où je saute sur la barre et puis je me fais une traction. Et puis ouais, c'est vraiment le truc qui dit ok, c'est bon, là, c'est parti, tu es dans ton match. Si tu me regardes aux échauffements, je suis jamais très sérieux aux échauffements. J'essaye de, voilà, pour moi, le moment où il faut être concentré, c'est pendant le match. Et puis je pense que c'est là l'élément déclencheur qui me dit ah ok, là c'est le moment où là tu peux plus rigoler, tu vois, et tu dois être focus. Parce que pour nous, en tant que supporter du Servette FC, moi quand je suis en tribune nord et que je te vois faire cette traction, c'est assez symbolique en fait. Et en plus, ça donne de très belles photos aussi. Et puis ouais, je pense que c'est quelque chose, voilà, c'est significatif, c'est important. Bah, j'y tiens, tu vois, surtout que jusqu'à maintenant, j'ai pas commencé un seul match. Enfin, j'ai commencé tous les matchs du côté supporter, tu vois. Donc, tu vois, faire cette action, regarder les ultras dans les yeux. Puis voilà, tu sens que tu es en communion avec les supporters du stade. Je ne vais pas te mentir, pendant le Covid, c'était compliqué quand il n'y avait personne, tu vois. Tu fais ça, tu te sens un peu con, tu fais l'attraction, tu regardes, il n'y a personne. Mais ouais, non, c'est un moment important pour moi. Et puis c'est vrai que je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que j'ai dû le faire une fois. Et puis il y avait le public qui avait fait quelque chose. Depuis, c'est quelque chose. En fait, je me remets plus compte de le faire, tu vois. Mais c'est vraiment le moment où, vas-y, go, on est dans le match. Presque une sorte de réflexe. Ouais, c'est ça. Bah, tu nous as parlé de ta relation avec Hugo Lloris. Bon, Hugo Lloris était jeune à l'époque, mais bon, toi surtout, c'était tes débuts. Moi, je veux parler d'Edin Omeragic. Beaucoup de supporters ont énormément d'espoir en lui. Explique-nous un peu ta relation avec lui. Bah, Edin, écoute, ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans que je travaille avec lui. En tout cas, que je le vois en tant que gardien. Je pense que ça fait 4 ans. Et ouais, pareil, il a eu un moment donné où je pense qu'il était très très limite par rapport à, je pense, à la différence d'âge. Et tout d'un coup, il a réussi à combler ce trou avec énormément de travail. Edin est aussi un énorme bosseur. Je pense qu'avec Joël Kassomboua, les 2 ans qu'on a passé les 3 ensemble, on s'est beaucoup poussé. On l'a beaucoup poussé, on l'a beaucoup repris aussi. Il y avait d'autres trucs qui n'allaient pas, mais il a toujours été un énorme travailleur. Et ça, c'est ce qui va l'emmener, j'espère pour lui au plus haut niveau. Mais je ne me fais pas de soucis pour lui. Comme j'ai dit, c'est un gros travailleur. Et généralement, au poste de gardien de but, si tu es quelqu'un qui taffe, qui est sérieux et qui a confiance en soi, ça devrait le faire. Maintenant, Edin, il faut qu'après il apprenne à prendre la personnalité, mais il est encore tout jeune. Donc je suis persuadé que ça va le faire. Ce dernier mercato, hivernal, donc il a été marqué pour les Servettiens par un départ, celui de notre capitaine Anthony Sautier. Moi, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de l'état d'esprit de l'équipe avant, après ce départ. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Anto, bon, je le connaissais déjà avant de revenir au Servette parce qu'il était une classe d'âge au-dessus de moi. Donc ça fait un petit moment qu'on se connaît. On est aussi en dehors du foot, on est très souvent ensemble. Donc ouais, ça m'a fait mal qu'il parte. Quand je savais qu'il allait partir en fin de saison, j'étais en Thaïlande avec ma femme. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre. D'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi la nuit, cette nuit-là, parce que je me suis dit, attends, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et puis du jour au lendemain, comme ça, il part en fin de saison. Et puis après, ce départ en hiver, ouais, c'était très surprenant. C'est comme j'ai dit en fait dans une précédente interview, ça s'est fait tellement rapidement en fait que j'ai pas encore réalisé, tu vois, que mon capitaine il est parti. Donc je pense que je vais réaliser peut-être au courant de la semaine ou des 2 semaines à venir, parce que franchement, c'était retour, reprise de l'entraînement. Moi, j'étais un petit peu baissé et puis d'un coup, d'un coup il est parti. Et puis ouais, c'est encore tout frais. Et puis je pense qu'on réalisera peut-être un peu plus tard. Mais j'aurais bien voulu que ça se termine autrement pour lui. J'aurais bien voulu qu'il ait son dernier match, lui qui est, je pense, le plus fervent de tous les joueurs de. Qui a tout donné pour le club. Voilà, exactement. Ouais. Ça aurait été cool qu'il ait son match de clôture, quoi. Mais voilà, le foot, ça se passe rarement comme on a envie que ça se passe. Malheureusement, voilà, c'est un peu triste, tout le monde le décrit comme ça. Il va laisser une place vide dans l'effectif et un brassard de capitaine aussi que tu as déjà pu porter avant la fin de ce premier tour, suite à des absences ou quand il n'était pas forcément sur le terrain. Maintenant, ce brassard de capitaine, il est un peu remis en jeu. Peut-être que ça sera toi qui sera nommé capitaine officiel. Comment toi, tu te sens dans ce rôle de capitaine ? Bon, moi, j'ai toujours fait partie, enfin toujours, ça fait 4-5 ans que je fais partie du groupe des capitaines, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Maintenant, qui sera capitaine ou pas, ça c'est le coach qui décide, le club. Enfin, voilà, ça je sais pas comment décider la chose, ça c'est pas la chose la plus importante. Moi, je n'ai pas forcément envie de l'avoir, même si je serais très fier de l'avoir. Si je l'ai, je ferai le maximum en tant que capitaine. Mais non, je pense que mon devoir, c'est pas de l'avoir le brassard sur le terrain, c'est tous les jours au vestiaire, essayer de faire en sorte d'être un exemple. Et puis surtout d'essayer d'arranger des petits trucs pour l'équipe, etc. Dans ce groupe de capitaines, c'est toujours moi qui ai organisé un petit peu les sorties d'équipe, etc. Et puis voilà, je continue sur la même lignée. Mais après, le brassard, l'image, c'est juste une image, quoi. C'est pas quelque chose qui m'importe autant que ça. Pour continuer un peu sur des individualités de l'effectif, j'ai envie de parler d'un des meilleurs passeurs décisifs d'Europe, Miroslav Stevanovic. Mika, comment ça se passe dans le vestiaire? Parce que nous, on le voit comme quelqu'un de très discret, qui ne parle pas beaucoup. Comment ça se passe? Ouais, tu le vois comme il est. Il est très discret, il parle pas beaucoup. Non, Mitcha, c'est comme je l'ai déjà dit plein de fois, en fait, c'est un de mes meilleurs potes du vestiaire. Il y a lui, moi et Boris, et Cespedes, on est très, très, très souvent ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Et je te dis, il est chiant parce qu'à chaque fois que tu veux faire un truc, tu dois te battre 3 quarts d'heure avec lui parce il veut pas, parce qu'il veut pas déranger. Enfin, tu vois, c'est un gars très, voilà, il pense toujours aux autres d'abord et du coup, il pense que des fois, sa présence fait que tu vas pas forcément passer une bonne après-midi parce que tu vas devoir parler anglais avec lui. Et je te jure, c'est prise de tête des fois, mais je l'adore parce que c'est vraiment une personne extraordinaire qui est, voilà, c'est pas excessif, ça reflète la personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux autres avant qu'à soi-même. Et puis, moi, je suis super fier de pouvoir jouer avec lui parce que je pense vraiment que c'est là déjà, mais ça va vraiment être une légende du CRTC. Et puis, voilà, je suis fier de faire partie de l'équipe dans laquelle il a joué en tout cas. Moi, ce que tu dis, c'est les échos que j'avais eu aussi. Moi, on m'avait raconté que chaque fois, par exemple, qu'il allait au restaurant, c'est tout le temps lui qui voulait payer. Il est un peu gêné, sa personnalité, mais sur le terrain, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Tout le monde l'aime. Mais pour la communication, tu l'as dit, il parle que anglais. Donc avec tout le reste de l'effectif, enfin, il parle pas français. Du coup, vous parlez. Alors, il comprend le français. Franchement, il comprend le français. Après, dans l'équipe, il y a quasiment tout le monde qui parle anglais. Mais tu vois, c'est drôle, par exemple, avec quand on est Boris, lui et moi, les deux, ils parlent espagnol entre eux. Moi, je parle anglais avec Mitcha et puis français avec Boris. Et puis, franchement, tu sais quoi, c'est très fluide. En fait, on comprend tout. Ouais, c'est une habitude à apprendre, mais au final, on se rend même plus compte. Mais de toute façon, c'est pas quelqu'un qui est des plus communicants. De toute façon, Mitcha, c'est pas le gars qui va venir chercher Enfin, c'est tout le contraire de moi pour ça. Il va pas venir chercher les mecs pour les parler, tu vois. Donc, c'est pas trop un problème pour lui. Mais ouais, ce serait cool qu'il apprenne le français, quoi. Et puis, il le sait. S'il reste encore de longues années pour devenir une légende du Servette FC, peut-être que
que ça deviendra, Ouais, j'en ce doute. sera le cas. J'en doute qu'il apprendra. Pour finir cette interview, on va un peu parler de toi et du Servette FC pour ce deuxième, cette fin de saison, ce deuxième tour. Toi, comment tu perçois la suite de la saison? Est-ce que tu te verrais accrocher une troisième année consécutive une place européenne ou comment le groupe vit en ce moment? Parce qu'il y a eu une période compliquée durant ce premier tour, une période vraiment à oublier pour l'ensemble du club. Et puis ça s'est très très bien terminé. Je pense que le deuxième tour, vous voulez commencer comme vous avez terminé le premier tour. Ouais, bon, voilà, le deuxième tour, ouais, c'est toujours une inconnue, tu vois, parce que en Suisse, c'est complètement différent que dans les autres championnats, mais avec cette grosse coupure, en fait, vraiment, tu recommences un nouveau championnat. Donc, tout ce que tu as fait le premier tour, c'est pas oublié. Mais c'est dur de dire, ah, c'est bon, on repart sur les mêmes dispositions qu'à la fin du premier tour. Non, le seul truc que je peux dire, c'est que ça va être compliqué d'aller chercher une troisième année d'affilée l'Europe. Mais nous, on y croit, en tout cas, on fait tout pour, quoi, parce que en fait, dans le championnat, ce qui est compliqué, c'est que si tu ne vas pas te battre pour une place européenne, c'est-à-dire que tu te bats pour en bas, tu vois. Donc, nous, on va tout faire pour accrocher une place européenne parce que, voilà, on aimerait bien faire mieux que les dernières fois si on va en Europe. Voilà, la dernière fois contre Moldé, c'est dommage que ce soit sorti au premier tour. Donc, voilà, c'est l'objectif qu'on se fixe. L'équipe, le club, le staff, c'est de faire en tout cas aussi bien que le premier tour pour accrocher quelque chose. Mais c'est clair que le championnat cette année, je trouve qu'il est particulièrement relevé, je trouve. Toi, tu l'as dit, Genève, Servette, c'est ton club formateur. Genève, c'est ta ville, tu joues dans le club de ta ville. Est-ce que tu te verrais finir ta carrière au Servette FC? Ouais, je crois que c'est le rêve de tout bon Genevois qui joue dans son club. Bien entendu, ce serait super de pouvoir finir ma carrière ici. Maintenant, ma carrière, à quel âge elle va se finir, je ne sais pas. J'aimerais bien aussi une fois tenter une expérience un peu différente, de nouveau, voir un petit peu autre chose. Mais bien sûr, finir ma carrière à Servette FC. Moi, j'ai toujours dit quand je suis monté au Servette, le but, ce serait qu'on se souvienne de moi, tu vois, en tant que gardien. On se souvient de Pasco, on se souvient surtout de Peda. Et ben ouais, ce serait cool qu'on se souvienne de fric, tu vois. Et pour ça, il faut gagner un titre. Et pas un titre de deuxième division. Donc voilà, le but pour moi, c'est vraiment d'essayer de gagner un titre, que ce soit la Coupe de la Ligue, Coupe de Suisse et puis championnat, ça serait extraordinaire, tu vois. Mais c'est l'objectif que je me suis mis quand je suis revenu au Servette, qu'on est remonté. Donc voilà, je vais tout faire pour atteindre cet objectif. On l'espère tous, on l'attend aussi. Jérémy Frick, merci beaucoup Merci. de nous avoir accordé cette interview et tout de bon pour le deuxième tour. Merci. Les As Club, hein.